Au cours de cette courte présentation, Femina Europa vous montrera ce qui est en jeu avec les droits sexuels et reproductifs que l'Organisation des Nations Unies cherche à imposer. Nous parlerons d'abord de la façon dont l'ONU s'y prend pour imposer ces nouveaux droits sexuels et reproductifs, c'est-à-dire à petits pas, à la façon d'un engrenage qui ne revient jamais en arrière. Ensuite, nous verrons la mise en œuvre de cet agenda en France. Et pour conclure, nous donnerons notre avis sur ce que devraient être les droits des femmes. En 1994, le Caire en Égypte a accueilli la CIPD, la Conférence internationale sur la population et le développement. C'est pendant cette conférence qu'a été inventé un nouveau droit, le droit à la santé reproductive. Mais il faut savoir que ce droit, présenté comme fondamental, n'est jusqu'à ce jour ni accepté ni reconnu comme tel de par le monde. Malgré cela, l'ONU cherche à faire avancer la santé reproductive comme un droit fondamental. Voici comment. En 2000, l'ONU définit les objectifs du millénaire pour le développement, les OMD. Et la santé reproductive a été insérée à l'intérieur des objectifs 3, 4 et 5. 2 ans plus tard, en 2012, nouvelle étape. Un groupe de travail de haut niveau pour la CIPD est mis en place afin de faire avancer l'agenda des droits sexuels et reproductifs. Cet organe de 25 experts déclare en 2014 « La santé et les droits sexuels et reproductifs sont les pierres angulaires des droits des femmes et de l'égalité des sexes. » Encore une étape, le mot sexuel est ajouté à reproductif. Posons-nous la question, pourquoi la sexualité est-elle présentée comme un droit ? La sexualité est-elle la pierre angulaire des droits des femmes ? Ne trouvez-vous pas que cette façon de penser est une approche très étroite face aux immenses besoins des femmes, comme celui du droit à l'éducation par exemple ? Oui, qu'en est-il de l'accès universel à l'éducation pour les femmes ? Pourquoi ne retenir que la sexualité et la reproduction ? Nous arrivons en 2015. Les droits sexuels et reproductifs apparaissent enfin au grand jour parmi les ODD, c'est-à-dire les objectifs de développement durable définis par l'ONU. Ces 17 objectifs ont été fixés pour mettre fin à l'extrême pauvreté et à la faim, pour lutter contre les inégalités et l'injustice, et pour lutter contre le changement climatique d'ici 2030. Quel est le rapport avec les droits sexuels et reproductifs ? Qu'est-ce que tout cela signifie vraiment ? Est-ce vraiment pour le bien-être des femmes, des enfants et des familles ? Et où sont passés les hommes ? Continuons. La santé et les droits sexuels et reproductifs de l'ONU sont maintenant officiellement promus par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, un organe de l'ONU, comme vous pouvez le voir dans cette publication de 2015. Remarquez le sous-titre de la brochure, intitulé « Programme de reproduction humaine », ainsi que le partenaire officiel du programme, la Fédération internationale du planning familial, IPPF. À côté des différentes agences de l'ONU comme l'UNICEF, le PNUD, l'Agence des Nations Unies pour le développement, la Banque mondiale et l'UNPFA, le Fonds des Nations Unies pour la population, en fait l'agence directrice des Nations Unies en charge des questions de santé sexuelle et reproductive. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela signifierait-il que le programme se limite au contrôle de la fertilité des femmes au travers de la contraception et de l'avortement ? Rien d'autre ? Le programme de l'OMS sur la reproduction humaine repose, d'une part, sur les services et droits de santé sexuelle et reproductive, d'autre part, sur l'éducation complète à la sexualité, ECS en français.
Comprehensive Sexuality Education, ou CSE en anglais. Ce programme d'éducation à la sexualité est très nocif. Il perturbe les enfants dans leur développement affectif et psychologique en les sexualisant dès la maternelle. Mais nous n'en parlerons pas ici. Nous développerons simplement le premier point sur les services de santé sexuelle et reproductive. Examinons tout d'abord la définition de la santé sexuelle donnée par l'OMS dans ce document intitulé « Santé sexuelle, droits humains, face aux droits », publié en 2015. Le document dit que la santé sexuelle est liée à la sexualité, aux pratiques sexuelles, à la contraception et aux infections sexuellement transmissibles. En fait, tout le document promeut la contraception, l'avortement, les thérapies hormonales et l'égalité des genres. En soutenant l'identité de genre, en effaçant la dimension biologique de la personne humaine, le document promeut clairement l'idéologie du genre. Remarquons que la protection de la maternité, la santé maternelle, ne sont cités qu'une seule fois dans le document, et seulement dans le cas des personnes engagées dans le travail du sexe. La réponse au problème de la mortalité maternelle, comme on peut le voir, est la contraception, ce qui est un comble. Ne sont-ce pas l'éducation et de meilleurs soins de santé qui sont les moyens adéquats pour réduire la mortalité maternelle? Pour l'OMS, c'est l'avortement non sûr qui est dangereux, tandis que l'avortement sûr est OK. Sur son site officiel, l'OMS déclare en effet que l'avortement non sûr peut être évité grâce à une éducation complète à la sexualité, grâce à la contraception d'urgence et grâce à la légalisation de l'avortement. Comment peut-on dire que l'avortement est sans danger s'il est médical et légal? En France, nous avons le cas récent d'une femme amputée des jambes et des bras après un avortement pratiqué à l'hôpital. L'avortement légal n'est pas une solution sans risque. Il peut être moins dangereux s'il est pratiqué à l'hôpital, mais c'est toujours un traumatisme pour la femme. C'est l'interruption violente d'un processus naturel. Et le syndrome post-avortement est d'ailleurs un tabou qu'il faut dénoncer. Enfin, comment passer sous silence le sort du fœtus qui, lui, est éliminé? La position donc de l'OMS n'est-elle pas totalement trompeuse? Dans ce document publié par l'OMS en 2015, il n'y a pas un mot sur l'impact des traitements hormonaux sur la santé des femmes. L'OMS semble oublier qu'en 2005, elle avertissait des risques de cancer liés à l'utilisation de la contraception. Les femmes sont-elles des cobayes pour l'industrie pharmaceutique? Pas un mot également sur l'impact de la contraception sur l'environnement, sur la pollution de l'eau par exemple. Où est le principe de précaution? De nombreuses études démontrent que les hormones chimiques sont toxiques et polluent l'environnement, mais des millions de femmes avalent ce poison chaque jour. La France est bonne élève en matière de mise en œuvre des droits sexuels et reproductifs. Avez-vous remarqué que même le mariage de même sexe fait partie du programme de reproduction des Nations Unies? Par ailleurs, la France a ratifié 2 conventions internationales. En 1983, c'est la Convention de l'ONU sur l'élimination des discriminations à l'égard des femmes. En français, la CEDEF, en anglais, la CEDAW. Et en 2014, la Convention d'Istanbul. C'est la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique. L'idéologie du genre est insérée dans ces 2 conventions juridiquement contraignantes pour nos pays. Bien sûr, nous sommes tous d'accord. Il faut lutter contre la discrimination
et la violence à l'égard des femmes. Mais le genre n'est pas la solution au problème de la violence envers les femmes. Ce n'est pas en effaçant la féminité et la virilité qu'on supprime la violence entre les sexes. En 2013, la France a créé le Haut Conseil à l'égalité pour piloter les mesures d'application de la Convention d'Istanbul et de la CEDEF au plan national, ainsi que la santé et les droits sexuels et reproductifs promus par les Nations Unies. Tous les domaines sont concernés et à tous les niveaux. Éducation, santé, culture, budget, etc. Quel est le résultat de cette politique intégrée ? A-t-elle amélioré la vie et le bien-être des Françaises et des Français ? Ici, nous avons la réponse, c'est non. Les conventions internationales ne tiennent pas leurs promesses. Si nous regardons les statistiques, le niveau de violence en France reste élevé, en particulier contre les femmes. La politique du gender n'est pas la réponse au problème de la violence envers les femmes. Voyez, la France est dans le top du classement concernant l'accès à la contraception dite moderne. Les femmes françaises seraient donc gâtées ? Mais malgré une forte promotion de la contraception chimique, malgré l'éducation complète à la sexualité, la France a un taux d'avortement très élevé et compte 2 fois plus d'avortements que l'Allemagne, par exemple. C'est donc un échec de la prévention. Les résultats ne sont pas au rendez-vous de cette politique. Nous avons également un problème en France avec la liberté d'expression concernant l'IVG. Il est très dangereux de s'élever contre l'avortement dans notre pays. Une loi contre l'obstruction à l'avortement a été votée en 1993 et renforcée en 2017, visant les sites web pro-vie. Et en cette année 2020, la loi bioéthique à l'étude étendra le droit à l'avortement jusqu'à la naissance, dans certains cas. Il semble qu'en France, le programme dit de santé et droits sexuels et reproductifs implique en fait toujours plus d'avortements et de contraception, et peu de reproduction. Mais il y a de l'espoir, car on observe un écart grandissant entre les politiques étatiques de promotion de l'avortement et de la contraception, politiques antireproductives, et une jeune génération de femmes sensibles à l'écologie, au développement durable et au respect de leur corps. Ces femmes parlent librement des méthodes de fertilité naturelle. Elles veulent agir en étant plus respectueuses de l'environnement, de leur fertilité. Elles ont à cœur de rétablir le lien avec les hommes. Elles veulent se réapproprier leur corps et retrouver le sens de leur féminité dans toutes ses dimensions, y compris maternelle. En conclusion, Femina Europa se préoccupe des besoins et des désirs réels des femmes. Nous refusons de voir les droits humains déformés, comme avec les prétendus droits sexuels et reproductifs des Nations Unies. Femina Europa valorise l'identité des femmes dans toutes leurs dimensions, en complémentarité réciproque avec les hommes. Nous avons besoin des hommes comme ils ont besoin de nous. Rétablir la relation entre les hommes et les femmes doit être la pierre angulaire d'une politique heureuse des droits sexuels et reproductifs. Femina Europa promeut la nécessité de l'écologie humaine, de la redécouverte des interactions entre l'homme, la femme et la nature. Nous voulons aussi un vrai libre choix pour les femmes, qui concilie travail et famille, qui mettent en valeur le travail invisible et non marchand effectué par les femmes au sein de la famille. Nous travaillons pour la reconnaissance de la maternité dans nos sociétés masculinisées et pour le développement de soins de santé respectueux pour toutes les femmes. Merci.